Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 1er juin. Au sommaire aujourd'hui, des nouvelles du projet du crématoire animalier. Mardi soir avait lieu une séance d'information organisée par la ville de Nyon. Et en faveur aux opposants, la municipalité a annoncé avoir délivré le permis de construire. En sport, on reçoit la jeune judoka Priscilla Morand. Elle est championne d'Afrique. Elle viendra sur ce plateau pour célébrer sa médaille d'or. En culture, on remonte sur scène avec le festival de théâtre au Jardin du Rosé qui sera de retour du 7 au 11 juin. De ton côté, Alexandre, où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Salut Andrea. Eh bien, tu sais, ce week-end, c'est les caves ouvertes vaudoises. Donc, du coup, eh bien, on va parler de vin aujourd'hui et de produits locaux, puisque le samedi 11 juin, les commerçants Uniporol, voilà, qui sont avec moi aujourd'hui, vont me faire déguster plein de choses, organisent le samedi 11 juin, ici, dans la Grande Rue, un salon des vins à ciel ouvert. Donc, on va parler de tout ça, savoir c'est quoi ce salon des vins à ciel ouvert, qu'est-ce que ça change, et plus particulièrement, avec Gaël Dufour du domaine Beauregard à Mont-sur-Rôle, eh bien, que vivent les vignerons en ce moment avec les fortes chaleurs? Eh ben, c'est à suivre après une petite tranche de saucisson et puis après un petit verre de vin. Pour moi, ça sera santé, sans vin, sans verre, sans rien du tout, Alexandre. C'est triste, hein. On passe à l'actu. Le très controversé crématoire animalier projeté sur la route du stand 45 a été validé par la ville. Le permis de construire sera délivré le 13 juin prochain. La municipalité a annoncé sa décision mardi soir devant une salle pleine d'opposants. Avant d'entendre Stéphanie Schmutz, municipale en charge du territoire de la ville de Nyon, je vous propose d'entendre les réactions à l'issue de la séance des opposants, mais aussi du président et du directeur du crématoire animalier suisse. On vient de terminer cette séance d'information qui était dédiée aux opposants du crématoire. Comment ça s'est passé pour vous? Je pense que c'est allé bien. Il y a eu des gens qui sont venus pour apprendre des choses et en collaboration avec la ville, on a donné des informations et on a essayé de donner des réponses, mais il y a des gens qui ont une opinion qui est fixe et là c'est difficile de donner des informations parce qu'ils veulent rester à la situation opinion fixe. On apprécie beaucoup qu'ils ont fait l'effort de se déplacer, de nous informer et d'être là pour nous écouter. Malheureusement, on voit qu'on est devant une décision qui était déjà prise. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce projet du crématoire animalier? Tout. La pollution des cheminées, l'aspect psychologique, émotif pour les gens du quartier, pour les gens de la ville de Nyon. Ce crématoire n'a absolument rien à faire au milieu d'un quartier de 3000 habitants. Ils peuvent le faire à l'extérieur. Nous ne sommes absolument pas contre un crématoire à Nyon. On pense que c'est nécessaire, ou dans la région de Nyon. Mais pas dans un quartier de 3000 habitants. Si aujourd'hui la municipalité vous proposait un autre emplacement, à savoir ailleurs que sur cette route du stand, est-ce qu'il vous serait possible de déplacer le projet et est-ce que vous l'accepteriez? Oui, c'est possible. On peut faire le projet partout, mais sur l'autre côté, c'est une hypothèse. Puis il n'a pas des parcelles. On a cherché pour presque 10 ans entre Genève et Lausanne pour trouver une parcelle et ça doit être une parcelle dans une zone industrielle. Autrement, ça ne va pas du tout. Vous faites partie des futurs voisins à ce projet du crématoire. Quelles sont vos inquiétudes? Un peu toutes les inquiétudes qui ont été mentionnées au cours de la soirée, c'est-à-dire le bien-être du quartier, les questions de mobilité, s'il y a 30-40 camions ou voitures qui doivent sortir ou entrer en face de chez nous par jour, ça peut créer des dérangements. Et c'est surtout cette histoire de cheminée. Est-ce qu'il y a des nuisances, oui ou non? Non, parce que la technologie de cette installation s'est développée dans les derniers 20 ans énormément. Et cette ordonnance, c'est une ordonnance très très stricte et ce sont des lois qui sont les plus strictes de l'Europe. Ce soir, la municipalité a annoncé délivrer le permis de construire. Est-ce que vous allez faire opposition? Bien sûr, je pense comme tout le monde qui était ici. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui ne va pas faire opposition. C'est déjà décidé. Nous sommes à 20 mètres en face du crématoire. Les cheminées, elles sont à 20 mètres de nos fenêtres. Moi, je suis écœurée que la municipalité n'envisage même pas de pouvoir faire un refus d'autorisation. Je m'y attendais quand même un petit peu de leur part, d'une municipalité soi-disant de gauche, verte, un peu moins maintenant,
Je pensais qu'ils allaient refuser ce projet, mais cette autorisation, mais je suis déçue, vraiment profondément déçue, mais on va lutter contre. Vous représentez l'ATE, ce soir vous sembliez faire partie des heureux et rassurés par les réponses de la municipalité. Je crois qu'on faisait partie peut-être des rares heureux, mais c'est vrai que pour nous ce qui était important c'est qu'on puisse développer cette voie de mobilité douce à côté de ce qui pourrait être le crématoire ou pas. Et puis aujourd'hui on a eu ce soir des confirmations de la municipalité et ça reste très important. On est là parce que nous sommes une entreprise, c'est un projet, c'est un business. Et notre business est soutenir les propriétaires d'animaux dans une très difficile situation. Si les gens peuvent voir quelle est la situation réelle à Dubendorf et à Seonn, puis je pense que c'est une information en plus qui peut donner de compréhension de la situation et de notre business et ils peuvent voir que c'est la vérité qu'on dit. Vous vous engagez donc à organiser un voyage jusqu'à Dubendorf et Seonn? Oui, on veut le faire et on est en discussion avec la ville comment on peut l'organiser. On doit vous contacter directement? Oui, on peut, volontiers. Ou sur notre email de contact, on peut le trouver sur notre page de l'entreprise. Pour rappel, le projet a suscité une levée de boucliers depuis sa mise à l'enquête en avril dernier. Plus de 250 oppositions avaient été déposées alors qu'une pétition demandant le refus du permis de construire a récolté près de 1100 signatures. De son côté, la municipalité a répété à nombreuses reprises être là uniquement le garant des lois. On écoute Stéphanie Schmutz. La municipalité a pris la décision qui s'imposait, soit celle de donner le permis. On vient de terminer cette séance d'information qui était dédiée aux opposants du crématoire animalier. Comment elle s'est passée pour vous? Quel est votre ressenti à la sortie de cette séance? C'est difficile à dire. C'est bien évidemment que les opposants au crématoire animalier, on ne les a pas convaincus. Ils ne sont pas contents de la réponse de la municipalité. Par contre, où je crois que ma collègue Roxane Faro et moi sommes contentes, c'est que ça s'est passé dans un esprit plutôt bon enfant. Enfin, je veux dire que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu, on a pu s'exprimer, les gens ont pu s'exprimer, on a eu l'occasion de répondre. Donc c'était l'important de cette séance. Ce soir, vous avez annoncé que le permis de construire allait être délivré. Et on avait l'impression que c'était une décision qui était prise, actée, quel que soit le sentiment et les inquiétudes de la population. Oui, la décision était prise. La décision de la municipalité avait été prise en amont il y a déjà quelques temps. Mais comme dit, c'est pas qu'on ne souhaite pas prendre en compte les sentiments des habitants, c'est que nous avons pris en compte les avis techniques de nos services communaux, des services cantonaux. La municipalité ne s'est pas contentée de cela, elle a demandé encore un avis de droit pour s'assurer que tout était en règle. Et puis fort de ces constats et ces retours positifs, nous avons délivré le permis. Selon les opposants et les habitants, ce qui dérange, c'est que finalement, ils ont la sensation que la municipalité n'est pas là pour défendre leurs intérêts. Vous répondez quoi ? Mais que la municipalité se doit de respecter les normes et les lois en vigueur, qu'on ne peut pas prendre des décisions d'une manière aléatoire. Il y a souvent dans des dossiers des constructions qui ne nous plaisent pas, ou soit parce qu'on n'aime pas la construction, soit parce que le type d'activité ne nous plaît pas, ou autre. Mais du moment que le dossier respecte les normes, l'affectation du terrain, on ne peut pas dire non. Sinon, on n'est plus une police des constructions. On ne respecte pas la police des constructions, on ne respecte pas nos règlements et on prend des décisions arbitraires et aléatoires. Et là, on n'aurait plus aucune crédibilité. Si l'on parle du règlement, justement, les habitants ont cité plusieurs articles du règlement. On peut citer l'article 44, 50, 77, etc., qui pourraient stopper le projet. Pourquoi ne pas les utiliser ? Parce que les opposants disent qu'ils peuvent stopper le projet. Nous disons qu'ils ne peuvent pas stopper le projet. D'après les experts, d'après les avocats, d'après les services communaux et cantonaux, ils ne stoppent pas et il n'y a pas matière à stopper le projet. Après, si les habitants ont raison, ils ont maintenant 30 jours pour faire opposition à la Cour de droit administratif et public, donc la CDAP. S'ils ont raison, la Cour leur donnera raison. Mais nous, en l'état de connaissance du dossier,
Il n'y avait pas d'éléments qui faisaient qu'on pouvait refuser. Enfin, pour terminer, quelle sera la suite du calendrier ? Le calendrier, c'est que maintenant les opposants vont recevoir la levée d'opposition avec les éléments qui leur expliquent pourquoi on lève l'opposition. Et comme disent, ils ont 30 jours pour faire opposition à la CDAP, à la décision prise par la municipalité. Et je respecterai le fait qu'ils fassent recours, c'est leur droit. Et il n'y a aucun souci pour la municipalité à ce qu'ils le fassent. Ils ont même parlé d'aller plus loin au tribunal fédéral. Il n'y a pas de souci non plus pour la municipalité. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour l'ambiance dans laquelle se sont tenus les échanges. En attendant la visite des locaux proposés à Dubendorf, à Zurich, je vous propose de revoir notre quotidienne consacrée au crématoire animalier à Zurich, diffusée le 24 juin. La rédaction d'NRTV y avait réalisé un reportage et une visite des lieux. On reste à Nyon, mais retour sur le conseil communal du lundi soir. L'expulsion d'Élise Beukel fait encore quelques vagues. Lundi soir, la présidente Valérie Mosner-Léger est revenue sur l'interruption de séance du 2 mai et l'expulsion de la salle de la municipale suspendue. La présidente a lu une bonne partie de la lettre envoyée par l'avocate d'Élise Beukel, reçue par le bureau du Conseil, puis est revenue sur la mésinterprétation des informations du canton en déclarant qu'Élise Beukel est désormais la bienvenue à ces séances, mais du côté du public. On écoute la présidente du Conseil. À la suite des informations qui nous ont été transmises par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, nous prenons acte du fait que la décision rendue par le Conseil d'État ne portait que sur l'interdiction pour Mme Beukel d'assister aux séances du Conseil en sa qualité de municipale. En revanche, cette dernière pouvait les suivre depuis la tribune du public. Elle est donc bienvenue pour cette séance et pour les prochaines, comme tout citoyen. Je suis évidemment navrée pour l'intéressé. C'était évidemment un moment très inconfortable. Et puis je suis aussi navrée pour nous tous. On a vécu les uns et les autres un moment embarrassant. Et évidemment, ça aurait pu se passer bien autrement. Mais malgré ces moments délicats, l'objectif principal de notre séance a été atteint et on a eu des débats nourris sur les sujets de l'ordre du jour. Et je remercie toutes celles et ceux, et notamment les membres du bureau, qui m'ont soutenu dans ce moment. Une séance diffusée en direct sur Nyon Région Télévision et que vous pouvez désormais revoir. La prochaine séance aura lieu le 27 prochain et peut-être donc en présence d'Élise Beukel. On passe aux festivités avec toi, Alexandre. Alors, ce saucisson, comment il est ? Eh bien oui, donc je te disais, je suis à Rolle, dans la Grand Rue, où se passera samedi prochain un salon des vins à ciel ouvert. Je suis en compagnie de Stéphania Martineau. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes représentante aujourd'hui de cette association des commerçants unis pour Rolle, et puis la gérante du magasin Il Bio Local, et puis Gaëlle Dufour. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vigneron et puis responsable du domaine Beauregard. Vous venez nous présenter une sélection de vins ici. Alors Stéphania, j'aimerais commencer avec vous. C'est quoi qui vous a donné envie de faire ce salon des vins à ciel ouvert ? Alors, on a organisé cet événement pour marier le commerce local avec les vignerons. On est très riche en excellents vins de la région. Donc, il y aura uniquement des vins de la région qui seront présents. On aura 25 vignerons devant 25 vitrines participantes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener de la convivialité, une très belle journée et une belle atmosphère durant cette journée. Ouais, donc, ce sera dans toute la Grande Rue, toute la Grande Rue uniquement. Ok. Et le concept, alors, moi, je veux venir déguster les vins, ça se passe comment ? Alors, c'est un peu comme les caves ouvertes, seulement qu'on amène les vignerons chez nous. Ouais. Voilà, pour les caves ouvertes, on va chez eux, mais là, ils viennent chez nous. Et les participants, ils peuvent acheter un verre de vin et déguster dans toute la Grande Rue une centaine de différents vins. Ah oui, quand même, une centaine. Bon, faut être motivé pour faire les 100 vins au total. Voilà. Gaëlle Dufour, qu'est-ce que vous nous faites goûter là maintenant ? Alors là, je vous ai servi, c'est un Chasselas vieille vigne, donc sur un lieu dit Haute-Cour à Montserrat. Ouais. Donc on est sur un millésime 2019. Et puis, j'espère que ça vous donnera autant de plaisir à le boire que nous on a eu à le faire en tout cas. Ouais. Santé déjà. Allez, santé. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors, c'est vrai que ça va nous réchauffer un petit peu parce que tu vois, Andrea, il commence un peu à pleuvoir, mais c'est pas grave, l'ambiance conviviale est là. Gaëlle Dufour, vous avez accepté tout de suite cette idée de salon des vins à ciel ouvert ? Oui, tout à fait. En tout cas, l'idée nous a séduit d'emblée, en fait.
Il a juste fallu un peu checker l'agenda, voir si tout était OK. Mais oui, bien sûr, d'emblée. Ça change quoi pour vous, en fait? C'est vrai que, comme le disait Stéphania, on a l'habitude d'organiser des caves ouvertes et de faire venir les gens chez nous. Puis on n'a pas si souvent l'occasion, et je dirais presque moins encore dans notre ville locale, de rencontrer les gens là où ils sont. Donc pour nous, c'est vraiment une super occasion de venir, de rencontrer les commerçants de la ville qui ont vraiment pignon sur rue, et puis de rencontrer la population locale, ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de monter, se perdre dans les vignes. Ouais, parce que vous, votre cave, elle est à Mont-sur-Rôle. Hein. Oui, elle est à Mont-sur-Rôle, mais en plus, on n'est même pas dans le village. On est perdu au milieu des vignes. Donc, c'est vrai que les gens n'arrivent pas chez nous par accident. Ouais. Du coup, c'est vraiment une super occasion de pouvoir venir. Et puis, du coup, à l'invitation des commerçants, on était vraiment heureux de pouvoir venir. Une belle exposition, effectivement, là, dans cette grande rue à Rôle très passante. On imagine, Stéphania, du coup, il y aura de la dégustation de vin, mais aussi de plein de produits locaux rôlois. Alors, qu'est-ce qu'on déguste ensemble? Là, tout à l'heure, on va déguster la truite fumée qui est faite fait maison de chez Larentel de Tao. Allez-y. On a des amandes de Sicile qui sont en vrac de chez moi au bio local. On a des fruits secs. On a du saucisson de bœuf, 100% bœuf du Valais qui vient de l'Alfineur alpin. Et puis on a des scones de la boîte à thé. Et ensuite, il y aura les autres épiceries, les restaurateurs, ils vont tous faire des planchettes, des dégustations, de la petite restauration qui accompagneront les dégustations de vin. Alors, c'est vrai que, allez, je goûte un bout de l'arbre, mais mangez avec moi seulement parce que je me sens un peu tout seul, là. Les commerçants unis pour Rôle, c'est vrai, ça c'est né cette année ou fin 2021, je me souviens plus maintenant. Il y a maintenant à peu près 2 ans. Ah, il y a à peu près 2 ans, pardon. Ah, oui, c'est vrai que pendant la période du Covid, on s'est encore plus rapprochés les uns des autres. Et donc, c'est vrai que là, cette volonté qui vous unit, vous, les commerçants, la plupart qui sont ici, dans cette grande rue aussi, c'est laquelle? Vous pouvez répéter la question? Je disais, ce qui vous unit ici à Rôle, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fait d'être tous ensemble, justement, à Rôle. On est tous des indépendants, donc on a tous les mêmes difficultés aussi. Donc, l'idée d'être tous ensemble et de partager des moments, des événements comme ça ensemble, ça nous unit encore plus. Donc, c'est important, justement, d'avoir un bon lien entre nous. Alors, il y aura aussi des animations, il y aura plein de choses. Vous aurez un petit stand, c'est ça? Oui, exactement. Je pense... On ne sait pas encore exactement, mais ça va probablement ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Nous, on aura un stand qui sera juste devant l'épicerie de local de Stéphania. Et du coup, on aura l'occasion d'associer les excellents produits que Stéphania propose et puis nos vins. Et puis de tester des associations, probablement des trucs très attendus comme de la viande séchée ou du saucisson, mais aussi probablement des trucs un peu plus... on va dire, extraordinaires ou qui sortent de ce qu'on a l'habitude, comme des dattes ou des fruits secs ou des choses comme ça. Donc c'est aussi pour nous, ce sera quelque part une découverte aussi d'associer des nouveaux produits avec nos vins. Et de créer une synergie aussi entre les vignerons de la région et puis les commerçants locaux aussi. Oui, ça je pense que c'est vraiment aussi, je dirais que c'est presque la première chose qui m'a séduite dans le concept, en fait, finalement, c'est de pouvoir travailler ensemble, de s'associer ensemble pour proposer un événement vraiment cool pour la population rôloise. Stéphania, il y aura de la dégustation, mais il y aura aussi des animations pour les familles. Oui, il y aura plein de choses. Fait. Il y aura justement une participante des commerçants unis pour Rôle qui est une artiste. Elle fera du modelage, donc là, ça sera gratuit. Les enfants ils peuvent aussi venir, ils sont les bienvenus. Il y aura un stand de citrol avec une dégustation de sirop, donc sans alcool. Et puis, il y aura aussi un autre membre des commerçants unis pour Rôle qui donnera des cours de danse, qui est un danseur professionnel et qui donnera des cours de danse. Donc, et puis, il y aura de la musique aussi live durant toute la journée. Donc, on pourra fêter du coup le samedi 11 juin ici dans cette grande rue, déguster plein de choses avec les commerçants unis pour Rôle. Merci Stéphania. Et puis Gaëlle, vous restez avec moi parce qu'on va parler un petit peu plus particulièrement de vin, parce que forcément ce week-end c'est les caves ouvertes aussi, donc c'est l'occasion de parler un petit peu de vos produits et de votre travail de vigneron. Donc nous on continue à déguster toutes ces bonnes choses de Rôle, Andrea, et puis je te laisse parler de judo. Difficile de parler la bouche pleine, hein, Alexandre, on a remarqué. Compliqué. On passe au sport. Priscilla Morand est championne d'Afrique. La jeune judoka maurienne a décroché jeudi dernier la médaille d'or au championnat d'Afrique sous les couleurs de l'île Maurice, son pays d'origine. Bonjour Priscilla, bonjour, félicitations. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes rentrée vendredi, vous êtes encore sous le coup de l'émotion, on peut le dire? Oui, encore, oui. C'est vrai qu'il faut que ça redescende là, mais je suis vraiment encore contente. Puis il y a encore tellement de choses qui se passent, tout ça, donc c'est
Elle représente quoi, cette médaille, pour vous, justement? Oui, c'est un gros travail, des sacrifices. Mais après, bon, les sacrifices, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai choisi de faire ça, donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est arrivé ces derniers mois, c'est vraiment un soulagement. Je suis vraiment très contente. Surtout que je ne m'attendais pas à cette médaille d'or. Parce que, oui, après les JO, mon objectif, c'était vraiment d'aller faire cette médaille d'or. Mais c'est vrai que ces derniers mois, ça a été très compliqué car je me suis blessée au pied en début d'année. Donc, je n'ai pas pu faire beaucoup de judo. J'ai pu recommencer le judo qu'en avril. Donc, ce qui fait de avril-mai, j'ai eu que ça de préparation de judo. Après, j'ai fait une très grosse préparation physique. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée. Et là, j'étais vraiment pas favorite. C'était... vous avez même failli tout arrêter. Hein. C'est vrai que lors de la sélection aux Jeux Olympiques, vous disiez que vous n'étiez pas sûr d'être sélectionné et du coup, vous n'étiez pas sûr de continuer. Qu'est-ce qui a fait ce déclic dans votre tête? Après, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, mon entourage. Et je me dis, en fait, je ne voulais pas arrêter ma carrière sur un échec parce que pour moi, les JO, c'était vraiment un échec. Et je pense que j'avais encore de belles choses à faire, comme cette médaille d'or. Puis ça me tenait vraiment à cœur de encore continuer. Après, je me suis dit, en fait, tant que j'ai de la motivation et du plaisir, je continue. Ouais, une médaille particulière aussi, puisque l'île Maurice, ça fait 24 ans, vous me disiez qu'elle n'avait pas été sacrée. Donc j'imagine que sur place, c'était la fête. Oui, ça faisait 24 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau champion d'Afrique. Et là, de faire cette médaille, en plus, c'est moi qui la rapporte, c'est juste... énorme, je suis vraiment très contente. Et puis effectivement, il y avait le président du judo, le vice-président, il y avait aussi une bonne délégation mauricienne qui était là. Puis c'est vrai qu'on était tous là en train d'hurler, tout le monde était content, c'était génial. On voit les images justement, mais sur place, vous me disiez qu'il y avait un peu cette euphorie, mais ça se passe comment ces championnats? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les décrire? Oui, alors du coup, on arrive. Après, d'abord, c'est la préparation. Il faut encore faire le poids, parce que bien sûr, on a le régime au judo. Bon, ça allait encore, j'étais au poids. Combien? Je dois faire 48 kilos, mais là, la pesée officielle, j'étais à 47,6, donc ça va. Bon, on se dit que c'est pas beaucoup de marge, mais ça va. C'est toujours mieux d'être un petit peu en dessous, non, quand même? Voilà, exactement. Ouais. Après, c'est assez rare qu'on soit quand même bien en dessous. En général, les gens, ils sont à 0, voire 100, 200 grammes en dessous. 1 kilo, c'est quand même beaucoup. Et puis après, donc ça, c'est le mercredi, c'est la pesée. Après, on a le soir le tirage au sort. Donc là, c'est là où on analyse nos combattants, les personnes qu'on aura, tout ça. Ouais, sur le moment, lorsque vous avez tiré justement votre adversaire, est-ce que vous étiez contente? Moyennement, parce que j'avais un tirage quand même costaud. Ouais. Après, je savais plus ou moins qui j'allais avoir, parce qu'il y a des têtes de série, donc on sait quelle tête de série fait avec qui. Et c'est vrai que j'avais la Marocaine au premier tour, j'avais déjà gagné en 2019, mais c'est vrai que c'est une fille que j'appréhendais quand même. Elle a un judo qui... là, j'ai gagné, donc voilà, mais qui ne me convient pas trop. Ouais. Et c'est vrai que pourquoi? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui ne vous convient pas et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait le déclic? Ouais, elle a un judo vraiment qui vient me coller, arracher tout ça. Puis moi, je préfère avoir la distance. Mais après, de toute façon, j'ai toujours dit, si on veut être champion, il faut battre tout le monde, donc les plus forts. Donc il n'y a pas le choix, il faut monter sur ce tapis, y aller et puis combattre. Ouais, on voit encore d'ailleurs vos marques sur les bras, oui. C'est le résultat du combat. Voilà, ça c'était en finale, je pense on était tellement tendus comme ça les deux, puis je pense qu'il y a le kimono qui frotte. Donc effectivement, après on a des brûlures, mais ça c'est un détail parce qu'au final, on est très content du résultat. Enfin, je suis très contente du résultat, mais c'est vrai que j'avais un tirage costaud, donc Maroc premier tour, Algérie en demi si j'allais en demi. Et en finale, la Tunisienne, donc c'est la fille contre qui j'ai perdu l'année passée au championnat d'Afrique. Donc je voulais vraiment cette revanche depuis des semaines. Je rêvais cette finale avec cette fille et prendre ma revanche et chose faite. Ouais, une sacrée revanche. Donc et pour la suite, j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Je sais que vous avez plusieurs combats aussi, préparations qui se préparent. C'est lesquels? Alors oui, là, je fais une petite semaine de repos quand même. Ensuite, on va discuter avec mon entraîneur de la suite parce qu'il y a les Jeux, la qualif pour les Jeux de Paris qui vont commencer cet été. Enfin, cet été en juin, là, déjà. Les Jeux de Paris 2024, donc voilà, vous y réfléchissez déjà. Voilà, c'est dans un coin de ma tête. Après, c'est vrai qu'avec ça, ça motive. Ouais. Donc, en tout cas, on va faire le planning par rapport à ça. Donc, on va regarder. Mais il y a aussi, j'avais 2 objectifs cette année. Donc, c'était vraiment les championnats d'Afrique. Et puis, il y a les Jeux du Commonwealth en août. Où ça va être la première fois que je vais les faire. Et puis, c'est vraiment le prochain objectif que je vais faire. Ouais. Encore une médaille d'or?
que vous allez nous ramener sur le plateau? J'espère. On va tout faire pour, mais après, bon, je ne connais pas trop le niveau, je ne sais pas qui y aura. Mais c'est vrai qu'une médaille serait déjà pas mal. Mais bien sûr, après, je vais aller pour la médaille d'or, ça c'est sûr. Mais une médaille serait déjà... Franchement, je serais contente. Priscilla Morand, félicitations. Merci. Encore, on est derrière vous. Et puis on attend la suite. D'ailleurs, cette médaille, où est-ce que vous l'avez posée chez vous à la maison? Alors, on a un porte-manteau à l'entrée. Et puis d'un côté, il y a tous mes badges d'accréditation. Et de l'autre côté, il y a toutes mes médailles que j'ai fait à l'international. Donc elle est là. Elle est là, elle est belle. Alexandre, je suis sûre que toi, tu n'arrives pas à faire aussi bien. Hein. Toi, c'est les verres qui s'accumulent sur ta table, je vois. Oui, mais franchement, on voulait vraiment trinquer aussi à l'exploit de Priscilla. Vraiment, bravo pour ta médaille. C'est magnifique. Et puis, j'enchaîne, Andrea. On parle de vin alors. Hein. C'est parti. On parle de vin. Je ne vais plus t'entendre. Je vais lâcher mon oreillette pour pouvoir être bien dans le cadre. Donc voilà, c'est parti. Donc Gaëlle Dufour du domaine Beauregard. Donc là, on dégustait en Chasselas. Alors, c'est fini. Donc du coup, qu'est-ce que vous nous faites déguster ensuite? Il y aurait plein de choses. Je vais peut-être pas prendre le temps d'ouvrir les rouges. On va partir sur un œil de perdrix. D'accord. Alors, présentez-nous un petit peu le domaine Beauregard. Alors, le domaine Beauregard, c'est un domaine familial qui est sur les Hauts de Montserrat. Ouais. Donc, à l'époque, les vignes étaient travaillées déjà par mon arrière-grand-père. Et puis ensuite, c'est mon grand-père qui a acheté les vignes. Et puis, mon père qui a construit la cave et le domaine tel qu'il est actuellement. Et puis, moi qui ai repris donc, depuis le début de l'année. Donc là, c'est déjà une histoire de 4 générations. Un petit domaine sur les Hauts de Montserrat. Et puis voilà, on a plein de... Vous avez combien de sortes de vins et de cépages? On a une dizaine de vins. Donc, on a 2 chasselas. On a un chasselas d'apéritif, on va dire traditionnel. On a un chasselas vieille vigne. Donc, c'est une sélection parcellaire de vignes qui ont plus de 40 ans, élevées sur lit. On a 2 sortes de Gewürztraminer. J'ai un Gewürztraminer doux qui est passerier. On fait uniquement les années qui le permettent. Donc là, la dernière fois qu'on en a fait, c'est en 2018, qui était une année exceptionnelle. Est-ce que tout ça s'est amené à changer avec le réchauffement climatique? Est-ce que le chasselas, par exemple, est amené à durer? Est-ce que certains cépages vont disparaître de la région de la côte? Je dirais que c'est une excellente question. C'est une question qui est vraiment d'actualité, qu'on se pose aussi, nous, que les chercheurs dans le monde de la viticulture étudient aussi, parce que c'est véritablement un challenge. Donc, pour le chasselas, je pense que on va tout faire, en tout cas, pour perpétuer la tradition, parce que c'est vraiment le cépage roi sur la côte. Donc, on pourra pas s'en défaire, et je crois qu'on ne voudra pas le faire non plus. Mais après, c'est vrai que dans la diversification de l'encépagement, le réchauffement climatique est clairement un aspect qu'on prend en compte. Et comment vous faites justement pour faire face à ça aujourd'hui en tant que vigneron? À quel point est-ce que vous êtes touché par ça? Je dirais que la vigne a cette chance d'être une plante qui a un enracinement qui est quand même très profond. Donc une vigne qui a quelques années, avant de souffrir du sec, il faut déjà vraiment une sécheresse importante. Je veux dire, on a eu on va dire des challenges en 2018, en 2015, en 2003, qui étaient des années vraiment très, très sèches. Mais je dirais, habituellement, on n'a pas les problèmes qu'ont les grandes cultures ou les maraîchers, où eux, ils ont des racines sur des toutes petites profondeurs, puis il faut arroser régulièrement. Donc, je dirais qu'à part les plantations qui nécessitent d'être arrosées, la vigne, en général, ce n'est pas encore un problème. Et là, justement, on vit un printemps particulier, très chaud, très sec aussi. Pour les vignerons, ça change quoi? Alors, je dirais que typiquement pour les plantations, les nouvelles plantations, il faut être vraiment attentif, il faut les arroser, il faut suivre, s'assurer que la plante n'est pas soif. Pour des vignes, je dirais bien implantées, pour nous, ça a été cette saison synonyme de pousse extrêmement rapide. Ça veut dire que tous les travaux de l'ébourgeonnage, actuellement du palissage, bientôt viendra les effeuilles. C'est des travaux qui sont vraiment concentrés sur on va dire moins de temps qu'une année plus fraîche, où la vigne pousse moins vite et on a le temps de faire les choses en prenant le temps. Là, cette année, c'est vrai qu'il a fallu enchaîner. Il faut être au taquet. Faut être au taquet, exactement. Il faut être au taquet. Et donc, du coup, ça veut dire des vendanges peut-être plus tôt que d'habitude? Très certainement. Très certainement. Là, la vigne, elle commence à fleurir maintenant. Je dirais qu'on a bien 3 semaines d'avance sur l'année passée, par exemple. Quand même. Bon, l'année passée, on était sur une saison particulière, enfin, on ne va pas dire particulièrement, mais qui était tardive. Là, on est sur une année plutôt précoce.
Après, c'est un peu tôt pour prédire la qualité de la vendange 2022, mais disons que voilà, on est sur un millésime plutôt précoce. Et puis si je peux me permettre de rajouter par rapport à ta question précédente, il y a quand même des avantages à avoir un climat sec, en tout cas pour la vigne, c'est qu'au niveau des maladies de la vigne, on est moins en danger. Parce que les maladies de la vigne, c'est principalement des champignons, et les champignons, ils aiment l'humidité. Bien sûr. Donc l'année passée, ça a été un gros challenge, et puis cette année, pour l'instant, ça l'est moins. Alors, on verra ce que la suite de la saison nous réserve. Mais pour l'instant, c'est plutôt, on va dire, en général, pour le vigneron, un climat plutôt sec, c'est plutôt bénéfique. C'est ça. Donc, il faut être au taquet, il faut être prêt plus tôt, si je résume. Mais du coup, il y a des bénéfices qu'on en tire, comme vous venez de l'expliquer. Exactement. Gaël Dufour, du domaine Beauregard. Donc, vous faites les caves ouvertes ce week-end? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, et puis, donc, ça se passe comment, les caves ouvertes? Alors, les caves ouvertes, si vous voulez vraiment toutes les informations, parce que je n'ai pas tout en tête, c'est sur votre site. Alors, sur notre site, mais surtout sur le site des vins vaudois. Donc, je ne la connais plus par cœur. Donc, vous cherchez vins vaudois sur Google et vous trouvez tout ce qu'il faut. Mais nous, on accueille en tout cas tous les amateurs de vin de 10h à 18h, samedi 4 et dimanche 5 juin. Dimanche 5. Et puis autrement, on se donne rendez-vous le samedi 11 juin, ici, dans cette grande rue Harold, pour déguster tous ces produits et tous vos vins. Alors, Andrea, je reprends juste mon oreillette pour t'entendre, bien entendu, et puis pour remercier déjà Gaël Dufour et puis les commerçants Unipourol, et pour t'annoncer également qu'en plus des caves ouvertes ce week-end, aura lieu le marché de printemps à Nyon. C'est plus de 60 exposants sur tout le week-end, avec également plein d'activités, bref, plein de choses à faire. Nyon sera festive en centre-ville, donc les 4 et 5 juin pour le marché de printemps. Et puis Harold, voilà, le samedi 11 juin, on s'est donné rendez-vous, Andrea. Bonne journée, il me reste encore un peu de choses à déguster, donc je te souhaite bon appétit. Bon appétit, Alexandre, le roi des bons plans. Santé à vous, à bientôt. On passe à la culture. Après 2 années inhabituelles, le festival de théâtre au Jardin du Rosier est de retour du mardi 7 au samedi 11 juin. On en parle avec vous, Pascal Mella, bonjour. Bonjour, Andrea. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la présidente et directrice artistique de la programmation. Alors j'imagine que ça fait plaisir de retrouver enfin le festival. Ah oui, on a vraiment hâte de retrouver notre public après 2 années d'interruption. Ouais. Alors, comment est-ce que justement vous avez préparé cette programmation? On a beaucoup parlé d'embouteillage dans le milieu du théâtre, des spectacles qui étaient reportés. Est-ce qu'il a fallu aller chercher, revoir? Comment ça s'est passé pour vous? Alors écoutez, la majorité des spectacles, là, pratiquement tous, sauf l'École des femmes, étaient déjà programmés donc pour 2020, puis reportés en 2021. Et nous les proposons donc pour 2022. Donc les billets qui avaient été achetés auparavant sont évidemment toujours valables. Et puisque c'est l'année Molière, nous avons introduit l'École des femmes à la place du Macbeth qui n'était plus disponible. L'année Molière, parce qu'on célèbre le 400e anniversaire de sa naissance, donc 1622. Voilà. On voit que plusieurs programmations justement le mettent à l'honneur, Molière. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait son succès selon vous encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le succès de Molière? Écoutez, c'est à la fois son immense acuité. Il a une observation de l'être humain, de ses défauts, de ses qualités aussi. Il dit que la comédie est là pour faire rire et pour corriger quelque part les défauts de l'être humain. Quelque chose de très actuel encore. Très actuel, puisqu'on s'aperçoit que ces pièces qui ont été écrites au XVIIe siècle font encore réfléchir sur des problèmes qui se posent encore à notre époque. L'École des femmes, par exemple, sur l'éducation des filles, et puis le Tartuffe sur l'hypocrisie. Alors ça, l'École des femmes, c'est à voir le mercredi 8, puis le Tartuffe 8, le 10. Le 10. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre? Alors, le Dindon de Georges Feydeau, et puis Picasso, magnifique pièce qui est une pièce à 2 personnages, donc qui relate en fait l'histoire peut-être vraie. Picasso, Paris est occupé, Picasso est convoqué par l'attachée culturelle allemande pour authentifier ses toiles pour une exposition dite d'art dégénéré qui devrait se terminer en autodafé. Donc il doit authentifier les toiles, il faut bien que ce soit du Picasso, et lui va essayer bien sûr de les
sauvé. Le dindon, évidemment, Georges Feydeau, le maître du vaudeville. Donc là, on va vraiment rire à gorge déployée. Tartuffe, c'est une création. J'ai demandé, c'est la première fois que le festival accueille une création. J'ai demandé au grand metteur en scène Raymond Acquaviva de monter pour nous ce Tartuffe avec sa compagnie. Ouais. Pourquoi vous aviez à cœur justement pourquoi il vous tenait à cœur justement de proposer une création ? Parce que c'est toujours intéressant de proposer à un metteur en scène sa vision, de son interprétation d'un texte, d'une pièce. Et d'avoir ça pour le festival, c'est assez extraordinaire. Et en plus, j'ai proposé aux élèves du Roset de participer à l'élaboration du décor. Donc c'est vraiment un travail... Alors on va le découvrir parce que je ne l'ai pas vu. Ouais. Alors je suis bien sûr très souvent au téléphone avec les comédiens. Alors la troupe est formidable, très dynamique. Nous avions déjà reçu cette troupe pour le Misanthrope il y a quelques années, pour aussi 2 petites pièces de Feydeau qui avaient vraiment énormément plu. Et je suis vraiment ravie de la découvrir. C'est une mise en scène, Raymond Acquaviva me disait encore hier au téléphone, une mise en scène très contemporaine, très moderne, qui met l'accent en fait sur la modernité du texte. Ce texte qui a été écrit au XVIIe siècle est toujours quelque part d'actualité. Ouais, on vous sent toujours aussi passionné, Pascal Mella. Mais est-ce que justement le public, lui, est réceptif ? On sait qu'il y a pas mal de ventes, notamment du côté des festivals de musique. Est-ce que ça marche autant pour le théâtre ? Alors le théâtre, c'est toujours un petit peu difficile, mais notre public est très fidèle et reviendra, je l'espère. En tout cas, nous l'attendons. J'ai oublié de vous parler d'Arlequin aussi, magnifique. Samedi 11 juin. Le samedi, dans la mise en scène de Charlotte Matzneff. Alors là, c'est la compagnie Les Greniers de Babouchka que nous avions aussi déjà reçue avec le CID. Et là, Charlotte Matzneff propose une adaptation. Elle s'est beaucoup inspirée du film Certains l'aiment chaud. Vous savez, le film de Billy Wilder avec Marilyn Monroe. Donc en fait, elle transpose la commedia dell'arte dans les années 20 avec des travestissements. Enfin, c'est vraiment formidable. Beaucoup de musique, c'est presque une comédie musicale. Ouais. Et alors, tous les spectacles sont vraiment très très gais. On va beaucoup rire. En plus, on est dans le magnifique campus du Roset. Dans les jardins à l'air libre. Tout ça, ça donne envie forcément. 5 spectacles à l'air libre, pas tout à fait, parce qu'on a quand même une très très belle tente pour nous abriter en cas de mauvais temps. Et puis le public peut effectivement grignoter quelque chose avant le spectacle, prendre une coupe de champagne après le spectacle, parce qu'on a aussi un espace bar très joli, très agréable dans la tente. On s'y croirait presque, mais moi il me manque les verres, Pascal Mella. Pas de vin, pas de champagne, mais j'ai la couleur, c'est ça. Magnifique. Rendez-vous donc du 7 au 11 juin. Pascal Mella, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la maison. Faites votre choix. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À lundi.